programme de ce soir, on va parler donc du SOC. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça a été créé, etc. Enfin, en quoi ça consiste, quelles sont les idées reçues aussi, principalement. On va essayer de les passer en revue, les idées reçues sur le SOC. Et puis, du coup, improvisation, on va vous donner notre définition du SOC et Christophe fera l'instituteur correcteur à la fin. Ça vous va? Allez, parfait, vendu, Eh vendu. ben, Jules, tu commences parce que Ah, tu as eu la superbe idée de nous mettre dans la sauce. j'étais sûr que ça allait me retomber dessus, fallait bien que ça Bah, tombe bien sur sûr, quelqu'un. forcément. Ben on va essayer de faire simple, même si c'est jamais simple, mais SOC pour Security Operations Center, et à mon sens, c'est un grand copie de sécurité dédié au monitoring des activités cyber, dédié à une ou plusieurs entreprises, en fonction des besoins et souvent associé à leur, on va dire, cartographie des risques. Souvent, à mon sens, on associe un SOC à des risques en entreprise. Voilà, j'essaierai de faire ça. J'ai vu Ok. Christophe hocher la tête et faire moyen, j'ai dit oh merde, j'ai raté. Ah, c'est possible! J'ai beaucoup aimé, c'est comme quand t'as l'oral avec un prof et que tu le vois tiquer, tu dis ah merde, qu'est-ce que je suis en train de dire comme connerie. Là, il Et fronce les voilà. sourcils, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Ouais, c'est clair. Ouais. Merde, ma note est en train de baisser, putain. Non, non, Voilà, c'était pas mal. désolé. Et bah du coup Florian, vas-y. Petit exercice. Ouais, bah moi je vais donner la vision que j'en ai. C'est un peu un idéal, hein, voilà. En fait, moi j'imagine ça, tu sais, comme quand dans les passages de films, on te fait voir le centre de contrôle de la NASA. Bah pour moi en fait le SOC, tu vois, c'est ça. Donc Ouais, au-delà d'avoir des gars devant des écrans avec plein de trucs qui défilent et des super animations de la mort qui tue, en fait, je m'imaginais plutôt, tu vois, comme une espèce de d'équipe de pompiers prêts à intervenir au moindre truc un peu suspect qui se passe dans la société, ou en tout cas qui se passe dans le périmètre de ce qui surveille. Et pour moi, le SOC, c'est plus en fait un espèce d'ensemble de services qui sont fournis, dédiés en fait à des événements de sécurité. Je le vois vraiment un peu comme les pompiers qui attendent dans cette espèce de gros espace de contrôle et qui interviennent dès qu'il y a un truc, quoi. Pas mal. Il y a du vrai aussi. ouais, ouais, j'aime bien aussi. Eh J'aime ben, bien le allez, côté cockpit de la NASA que je trouve assez représentatif aussi des images qu'on peut en avoir. à moi de passer derrière ça, hein? Super. Alors moi, ma définition du SOC, je vous ai trouvé un peu trop sérieux, hein, Florian et Jules, sur votre définition. J'attendais un petit peu plus de fantaisie et je me suis dit, non, il reste sérieux, il parle du vrai sujet. Non, pour moi, le SOC, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes derrière des écrans, ça c'est sûr et certain. Un peu Big Brother en fait, moi j'aurais dit. C'est Big Brother is watching you. Et en gros, il surveille normalement tout. Et après, c'est aussi des applicateurs de procédures. C'est-à-dire qu'ils ont tout qui est bien classé. Et en fonction de ce qui se déclenche, ils sont censés lancer des trucs, etc. Donc c'est un petit peu des robots. Je suis un peu méchant, mais tant pis. C'est un petit peu des robots, des petits robots qui agissent en fonction comment je dirais, d'un stimuli. Voilà. Il y a du Ok. vrai aussi. Du coup, je vais donner ma définition à la mienne, hein. C'est pas forcément celle de tout le monde non plus, mais effectivement, le SOC, donc en français, c'est le Centre opérationnel de sécurité. C'est la tour de contrôle. Et c'est vrai que si on tape SOC et qu'on va sur Google Images et qu'on regarde un petit peu les images qu'on peut avoir des SOC, ça ressemble à une grande salle à la NASA voilà, avec des grands écrans, des murs d'images pour monitorer tout ce qui se passe. L'activité du SOC, en fait, c'est vraiment le centre névralgique de la sécurité d'une entreprise. C'est plus que simplement alerter et dire attention, il y a une attaque. C'est aussi, à la base, c'est anticiper les attaques. C'est essayer, comme disait, je ne sais plus laquelle des définitions, mais on se base sur les risques. On va identifier un certain nombre de risques. On va essayer euh, de détecter des intrusions par rapport à ces risques, donc anticiper certains incidents. Après, c'est faire la détection.
le deuxième rôle hyper important du SOC. Et bien sûr, une fois qu'on a détecté un incident, c'est d'y répondre. Donc ça, c'est vraiment les trois grosses activités du SOC. Voilà, vous l'avez dit, hein, ça se base sur des règles plus ou moins complexes pour détecter des scénarios d'attaque. Et effectivement, après, il y a des procédures à dérouler. Alors, tout n'est pas toujours procéduré. On voit des organisations de SOC plus ou moins matures. Et quand on est dans un grand SOC, effectivement, le niveau 1, le premier niveau qui va être généralement celui qui va recevoir l'alerte, va dérouler un certain nombre de procédures. Mais en fait, on se rend vite compte que tous les incidents vont être différents. Donc, effectivement, les premières analyses, les premières qualifications, etc., ça va être très procéduré. Et plus on va avancer dans l'incident, plus on va faire appel à un niveau d'expertise avancé et moins ça sera procéduré. Donc, il ne faut pas croire que on rentre déjà, on anticipe un petit peu sur le vrai du faux, mais effectivement, tout n'est pas procéduré dans un SOC. C'est ce que j'allais Ok. dire pour commencer par le vrai faux, mais alors, est-ce que on voit tout dans un SOC du coup? Alors, on Et voit, qu'est-ce qu'on définit par tout du coup? voilà, c'est déjà, généralement, on voit ce qui se passe sur un périmètre défini. Euh, Aujourd'hui, c'est très compliqué de monitorer, de superviser, de surveiller toute une entreprise. Pour une petite entreprise, ça reste relativement facile parce que le périmètre est connu, petit, mais plus on monte sur une grosse entreprise, plus on va avoir ce qu'on appelle le shadow IT, des ordinateurs qui ne sont pas connus, des serveurs qui ont été montés sauvagement au fond d'un bureau. Et ça, le shadow IT, forcément, le SOC, il n'a pas la connaissance, il n'a pas la vision dessus. Et l'idée aussi, c'est au SOC de détecter ce shadow IT et d'avoir la vision, la cartographie de son SI pour être le plus à même de tout détecter. Et après, la détection, ça se base sur des règles, un peu comme nos antivirus anciennement. Si on n'avait pas la règle pour détecter un malware, on ne va pas le détecter. Un SOC, c'est à peu près pareil. On a des scénarios, on a des comportements sur lesquels on va essayer de faire de la détection. S'il y a des nouveaux comportements, parce que les attaquants, ils changent leur technique, ils changent leurs outils, etc. Si ça change de leur côté, il faut que le SOC anticipe et s'adapte. S'il a un train de retard, forcément, on ratera des alertes. Ok. Nice. Donc non, c'est pas magique non plus. Après, c'est quelque chose, on va dire, quand même aujourd'hui indispensable dans les entreprises qui ont déjà un certain niveau de maturité. Alors, c'est ce que j'allais dire, tu l'as dit à un moment, il faut quand même une cartographie de son SI, donc il faut un certain niveau de maturité, je suppose, des entreprises pour aller dans cette démarche-là. Finalement, c'est pas la première brique que tu peux poser en cyber en disant je pose un SOC, au moins il regarde tout à ma place et finalement je suis peinard. Bah, ouais, moi je vais te retourner la question, mais qu'est-ce que le SOC va regarder si t'as pas des équipements de sécurité? Parce Non, que tout à fait. généralement, effectivement, on va pouvoir collecter les logs de notre poste de travail ou de nos serveurs, mais ce qui aide beaucoup les SOC aussi, c'est tout ce qui est antivirus, EDR, sondes de détection, les proxys, en fait, qui font déjà un énorme travail d'analyse, même si ça ne remonte pas forcément des alertes, ça a déjà un premier niveau d'analyse, et ça va permettre au SOC de faire un triage et de vraiment se concentrer sur les événements très intéressants. EDR, on précisera pour notre audience, Endpoint Detection and Response, qui est un logiciel qui permet, tu me corrigeras si je dis des bêtises Christophe, mais en gros de faire de la surveillance et de la remontée corrélation d'informations sur les postes de travail. C'est J'aurais dit ça. antivirus avancé, quoi. Exactement, c'est un antivirus avancé qui va plus travailler au niveau comportemental que signature antivirale. Et du coup, qui identifie vraiment qu'est-ce que fait le process. Et à ce moment-là, quand le process fait quelque chose de malveillant, il remonte des alertes. Et aujourd'hui, le SOC se base sur ces outils. En dehors des alertes, il est aussi capable de dire, tiens, il y a telle action qui a été réalisée. Et le SOC, en corrélant plusieurs événements, est capable de détecter une alerte qu'un EDR ou un antivirus, une sonde n'aurait pas détecté. Finalement, c'est une équipe d'enquêteurs qui se base sur des indices. En fait, de ce que tu résumes, ça ressemble à une grande Et, scène de su- crime, entre guillemets. et, C'est ça, un grand jeu et j'ai d'enquête. envie de te dire, grâce à un logiciel qui te recoupe tes indices, quoi. C'est Ouais, ça. c'est ça. En fait, c'est un grand agrégat d'indices que tu chopes de plusieurs sources différentes, du coup. C'est Pas ça. mais... Vas-y, Ouais. Christophe.
Non, en fait, c'est exactement ça. Il faut voir, en fait, on va collecter énormément d'événements. Dès que quelqu'un se connecte sur un site, dès qu'on accède à un site web, dès qu'on se connecte sur un serveur, sur un poste de travail, dès qu'on va faire une action, ça va créer ce qu'on appelle un log, un journal d'événements. Et on va collecter tout ça au niveau du SOC. Et en fait, il faut voir ça comme une énorme botte de paille. C'est vraiment, on a récolté toute la paille d'un champ. Et après, il faut retrouver l'épine dans cette botte de foin. Et là c'est hyper compliqué. On utilise un SIEM qui nous permet de faciliter le travail de recherche et d'analyse pour effectivement supprimer tout le bruit des comportements légitimes des utilisateurs. Ouais, retrouver les bonnes preuves parmi finalement les mauvaises preuves, je suppose qu'il peut y en avoir, ce qu'on appellerait des faux positifs, ce genre de Il choses. y a énormément. Les faux positifs, c'est vraiment le problème des SOC. Et, et on a aujourd'hui voilà, un vrai travail. Aujourd'hui, quand on monte un SOC, c'est le vrai travail, c'est vraiment supprimer tous ces faux positifs qui prennent du temps et d'analyse, qui fatiguent les analystes et qui n'intéressent personne, puisque bah, finalement, après une demi-heure, une heure d'analyse, on se rend compte que bah, c'est quelqu'un légitime qui a fait l'action. Et en fait, c'est comme si on appelait les pompiers. Là, on décroche Ouais. notre téléphone, on appelle les pompiers et tout le monde appelle les pompiers. Bah, au bout d'un moment, les pompiers ils vont avoir marre, ils vont plus décrocher le téléphone. Et la personne qui va avoir un incendie chez lui bah, va appeler les pompiers. Et puis bah, les pompiers, ils vont pas réagir comme il faut parce qu'ils auront eu trop Ouais, voilà, trop de faux d'appels appels, inutiles, quoi. Et Ok. c'est la histoire de pique. Je t'ai entendu parler de SIEM. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à faire la différence entre un SIEM et un SOC. Alors, Est-ce que tu saurais nous l'expliquer assez simplement? le SOC, c'est le service. Le SOC, c'est un ensemble d'outils et d'humains qui rendent un service à une entreprise. Et le SIEM, c'est une des briques des outils du SOC. D'accord. Euh, Ok. c'est l'outil qui va faire la collecte des événements, qui va faire la normalisation, qui va faire la corrélation et qui va générer des alertes en fonction des règles de détection qu'on y a implémentées. C'est une des briques. Mais à côté de ça, le SOC, il va aussi opérer potentiellement l'EDR, il va opérer le scanner de vulnérabilité, il va opérer plein de, voilà, d'équipements de sécurité en plus du SIEM. Le SIEM n'est pas indispensable dans un SOC. Il vaut mieux, pour une petite entreprise, commencer par un scanner de vulnérabilité qui va lui permettre d'identifier bah, déjà cartographier son SI, cartographier les vulnérabilités de son SI. Et donc ça, c'est aussi un équipement qui est généralement utilisé par le SOC. Utiliser l'EDR pour pouvoir aussi, qui génère des alertes, qui permet de répondre, très utilisé par le SOC aussi. Et finalement, le SIEM, qui va collecter les informations du scanner de vulnérabilité, qui va récupérer les informations de l'EDR, qui va récupérer les informations des serveurs et des postes de travail. Il va tout corréler, tout mélanger, et va en sortir des alertes enrichies et contextualisées avec l'ensemble des informations qu'il a pu avoir. Ok. Voilà. Pour résumer, le SOC, c'est un service avec des humains et des outils. Le SIEM, c'est un outil. Ouais, c'est très clair. Très clair, parfait. Ouais, du coup, moi, je veux me lancer dans une démarche d'implémentation de SOC. Comment ça se passe, en fait? Je me dis, voilà, je veux un SOC, vous arrivez, on discute, et quelles sont les premières discussions, finalement? Comment vous décidez quels équipements vous allez chercher? Comment vous implémentez ça? Alors, il y a déjà, en fait, idéalement, une analyse de risque qui est réalisée. On va pas... une startup qui a un site web et un service de paiement en ligne va pas être supervisé de la même façon un laboratoire de R&D non exposé sur Internet. Donc c'est déjà une analyse de risque pour identifier quels seraient les points d'entrée, quels seraient les éléments les plus critiques à superviser. On va protéger les joyaux de la couronne plutôt que Ouais, que voilà, l'ensemble du truc sans distinction aucune, quoi. exactement. Donc voilà, on priorise comme ça. Historiquement, j'ai commencé à faire du SOC il y a une dizaine d'années, on était en mode périmétrique. On va superviser les firewalls frontaux, on va superviser les proxys, on va superviser euh, tout le réseau qui est accessible depuis Internet. Parce qu'en fait, on disait, bah, les attaques, elles proviennent de l'extérieur, on ne veut pas qu'elles rentrent. Et puis une fois qu'on est à l'intérieur, on considère qu'on est sécurisé. Aujourd'hui, les SI sont de plus en plus connectés, on a des services cloud, on a voilà, un certain nombre d'ouvertures sur le monde qui fait que on commence à... on supervise toujours les firewalls, on supervise toujours les proxys, mais on commence de plus en plus à superviser les applications.
On va du coup se dire, on a une application, une application métier très critique, l'application de paiement en ligne, etc. Donc en fait, ce sont des services cloud. On va récupérer les événements directement du cloud et on va les corréler. Et ça permet, si on a une attaque sur notre application, de le savoir, alors qu'avant, on supervisait que les équipements frontaux, donc on ne savait pas si l'application était attaquée. Mais ça, Ok. c'est une évolution. Ok. Et ce qu'on supervise, Ouais, vas-y, ouais. vas-y. Fini, Non, fini. et Non, pour t'inquiète. terminer, ce qu'on supervise aussi le plus, finalement, c'est la première source de vulnérabilité, c'est l'humain. Donc en fait, c'est tous les logs d'activité des utilisateurs. Donc, quand on se connecte sur notre messagerie, quand on se connecte sur notre poste de travail, quand on se connecte voilà, sur diverses applications, c'est ce qu'on surveille, parce que l'attaquant, c'est ce qu'il va faire aussi, il va se connecter. Donc c'est la première chose qu'on surveille. Alors, on avait une question dans le chat Ouais, avant que tu c'était interviennes. mon. Non, non, Bah, c'était vas-y, ça ce vas-y. que je voulais. Bah, vas-y, je t'en prie. Bah, juste, on avait une question qui était est-ce que le SIEM est indispensable au SOC? Ou Alors, est-ce qu'on ça, peut le remplacer par un puits de log? voilà, c'était plutôt Alors, là-dessus on qu'il y peut avait. le remplacer par un puits de log et aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, ce qu'on appelle les SOAR. En fait, c'est tout ce qui est orchestration et automatisation. Euh, et en fait, on va plus collecter tous les logs. On va collecter que les alertes et on va traiter les alertes directement. Donc, si on a un bon EDR, si on a une bonne sonde, si on a des bons équipements de sécurité qui nous remontent les bonnes alertes, on peut se passer du SIEM en ne traitant que ces alertes dans un SOR, par exemple. Ok. Mais le SOR n'est pas fait pour collecter une grosse masse de données. Donc là, si on a un gros volume de données, on va passer par le SIEM qui va générer une alerte qu'on va injecter dans le SOR. Ok. Ouais, t'as besoin ouais, d'un espèce de filtre ou de contextualiseur, quoi. C'est ça. Et Ok. comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas de SIEM, on peut aussi regarder les informations sur l'antivirus, sur le DR, sur la sonde, sur le proxy, sur l'anti-spam, etc. Mais en fait, ça fait X consoles à analyser. Compliqué, ça prend du temps, c'est fatigant. Et du coup, on concentre tout ça plutôt dans un SIEM ou un SOR. Ok. Au final, là, on en vient à la vision tour de contrôle aussi, quoi. C'est tout au même Exactement. endroit et c'est plus simple pour la supervision. De toute façon, c'est assez facile à comprendre aussi. Ouais. Ouais, sauf que par contre, là, dit comme ça, parce que j'en ai jamais vu en vrai, dit comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu le Capharnaüm sur la piste, et si je reprends la métaphore, c'est comme s'il y avait 36 000 avions qui arrivaient en même temps, en fait, non? Parce que ça fait quand même vachement d'événements, en fait, à analyser à l'échelle d'une société où, je sais pas, on a peut-être, je prends peut-être un exemple extrême, hein, mais imaginons où t'as 10 000 collaborateurs, est-ce que du coup, ça veut dire que ces sociétés-là, elles ont qu'un seul socle où elles rassemblent tout, ou est-ce qu'elles vont devoir diviser un petit peu pour arriver à tout gérer? Comment ça va se passer? Alors, non, alors juste pour une ordre d'idée, une grosse entreprise du 440 avec plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs, on peut être entre 20 000 événements à la seconde collectés jusqu'à 100 000. Voilà, en gros, j'ai vu des SOC qui commençaient à 20 000 EPS et qui finissaient à 100 000 EPS, donc EPS événements par seconde. Mhm. Effectivement, ça fait beaucoup de données. Après, on arrive à, je sais pas, une vingtaine d'alertes par jour. Ces alertes, on va les contextualiser, les enrichir et les transformer en incidents. Et sur ces 20 alertes, on va avoir un incident. Donc, c'est pas forcément un capharnaüm parce que du coup, après, les alertes, il faut qu'elles soient qualifiées, priorisées. Et en fait, on va dire, OK, là, on a un brute force sur un serveur qui est exposé sur Internet. D'un autre côté, on a la signature d'un ransomware qui s'exécute sur un serveur. Du coup, on va prioriser le ransomware sur le serveur plutôt que le brute force sur Internet que n'importe qui pourrait réaliser. Et en fait, les analystes, ils vont prendre en priorité toutes les alertes les plus critiques, vont commencer à les qualifier, et après, on a, en fonction des SOC, on a différents niveaux d'analyse. On va avoir le N1 qui va passer un quart d'heure, une demi-heure sur une alerte, le N2 qui va passer une demi-heure à 2-3 heures sur un incident. Entre les deux, on sera passé de l'alerte à l'incident. Et on va avoir le N3 qui, lui, aura un temps un peu indéfini, qui va pouvoir passer une journée, 2 jours pour traiter l'incident, si c'est vraiment quelque chose de critique. Ouais, c'est un Et, incident plus, quoi. Ok, ouais. Un et incident enfin, qui demande un certain nombre d'investigations. Et, et le capharnaüm sur l'ensemble des... je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais si on a un ensemble d'outils, de consoles qui remontent des alertes,
Bah, finalement, c'est le rôle du SIEM de tout collecter, de tout normaliser, de tout restandardiser en fait. Et comme ça, l'analyste, il a une console sur laquelle se connecter, il a toutes les informations sur sa console pour traiter l'incident, et c'est beaucoup plus facile. Et puis, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, et peut-être que je vais dire une grosse bêtise, mais c'est aussi tout le travail que tu as au tout départ, qu'est-ce que tu disais, d'éliminer les bruits de fond, de finalement jouer tes scénarios, les tester pour justement éliminer le maximum ce capharnaüm-là qui pourrait te déclencher en fait des faux positifs ou des trucs comme ça, et finalement restreindre au maximum ton nombre d'événements par seconde à un truc acceptable. Et pour Ouais. moi, c'est tout le travail d'implémentation, c'est vraiment toute la phase de définition du stock qui finalement peut être très chronophage et très longue dans les grandes entreprises à cause de ces événements-là, où Ouais. éliminer le bruit de fond est très long. Mais c'est ma vision du peu que j'en ai fait aussi. Non, c'est exactement ça, ça peut être très long, et on apprend beaucoup de l'entreprise parce on va se baser aussi sur la politique de sécurité mise en place dans l'entreprise. Parce qu'il y a des comportements qui sont légitimes, il y a des comportements qui ne sont pas légitimes. Du coup, bah, il faut réussir à faire le tri. On va travailler avec les RSSI, avec voilà, les différentes politiques mises en place pour l'administration du SI, pour aussi bien faire de la détection d'intrusion d'une personne malveillante qui voudrait s'introduire sur le SI, mais aussi des comportements non conformes à la politique de sécurité qui pourraient être signe d'une compromission, parce que l'attaquant ne va pas connaître la politique de sécurité, il ne va pas passer par un serveur de rebond pour se connecter sur le serveur qu'il doit administrer, il va passer en direct. Donc voilà, c'est tout des petites choses qu'il faut qu'on mette en place, qu'on identifie au moment de la construction du SOC pour que ça soit hyper efficace. Ouais, donc, Du coup, ouais, vas-y, Florian, du coup, ouais, vas-y. je veux dire, donc il y a quand même un effort de compréhension pour après aller vers la personnalisation de l'outil qui est quand même assez important. Voilà, c'est ça. En fait, ça, c'est nécessaire si on n'utilise pas seulement les alertes de l'EDR. L'EDR, il va générer une alerte, il a détecté un ransomware, c'est super, c'est facile, c'est déjà à moitié qualifié. Par contre, les comportements de dire qu'un administrateur doit se connecter sur les serveurs en passant par la zone d'administration, il faut connaître la zone d'administration, il faut connaître les serveurs sur lesquels il peut administrer. On peut aller jusqu'à la plage horaire de travail des administrateurs. On dit qu'ils commencent à 8 heures, ils finissent à 19 heures. En dehors de ces plages horaires, une connexion sur un serveur est anormale. Ça pourrait être le cas si c'est des astreintes parce qu'il y a différentes choses. Mais voilà, c'est ce genre de choses qu'on apprend avec nos clients pour définir les meilleures règles de détection et les meilleurs scénarios de détection. Est-ce que c'est cette partie-là qui distingue le bon SOC d'un mauvais SOC? Alors, énormément. C'est vraiment ça qui va distinguer les deux. Et c'est le niveau de complexité des règles mises en place. Au début, je disais un brute force sur une application. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui sont sur Office 365 Mhm. avec une mire d'authentification dans le cloud où n'importe qui peut se connecter. Un brute force sur une mire d'authentification qui est accessible de tous, bah, en fait, qu'est-ce qu'on va en faire? On va bloquer la source IP? Bah non, parce qu'on risque de bloquer tout un range IP type AWS si l'attaquant utilise une IP d'AWS. Est-ce qu'on bloque l'utilisateur? Bah non, parce que on pourrait générer un déni de service. Une personne malveillante se dit, OK, je génère un brute force sur tout l'annuaire de mon client, et puis Mhm. nous, on va bloquer tous les utilisateurs. Bah, en fait, on va provoquer nous-mêmes le déni de service. Donc ce genre de comportement, bah voilà, c'est vraiment étudié, vraiment analysé. Et les comportements qui ne servent à rien, on les écarte et on se concentre uniquement sur les comportements très intéressants, du type, bah ok, il y a une authentification, un brute force sur 365, sur Office 365. Est-ce qu'il y a le MFA? Oui, il y a le MFA et il y a des tentatives d'usurpation du MFA. Là, on va commencer à réfléchir, on va commencer à se dire, c'est une règle intéressante en prenant en compte le fait qu'il y a du MFA. Et on va se poser des questions, tout ça, sur tous les comportements, les protocoles utilisés par les administrateurs, les protocoles utilisés par les applications, etc., etc. Et il faut que tout ça soit directement intégré au niveau des projets du client pour que le SOC soit averti lorsqu'il y a un nouveau déploiement, lorsqu'il y a une nouvelle application, lorsqu'il y a une maintenance. Parce qu'un site qui est mis en offline pour une maintenance, une mise à jour, ça peut générer une alerte au SOC. Donc si le projet a prévenu, attention, à telle date on fait une maintenance, le site ne sera plus accessible, le SOC ne va pas perdre de temps à analyser et du coup ne va pas prévenir les équipes d'administration inutilement que le site est plus accessible. Ok.
On avait une question dans le chat. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quel est l'effectif minimum pour faire tourner un SOC en 24/7? Alors, moi, j'allais répondre sur le ton de l'humour en disant finalement, tu dois bosser 8 heures dans une journée, tu fais les 3-8, ça fait déjà 3, t'en prends 3 de plus pour le week-end, ça fait 6, et t'as ton SOC à 6. Voilà, il tourne 24/7 pour un client. Ah, Tout ça dans des conditions légales de travail. c'est compliqué aujourd'hui, on va dire un SOC d'une entreprise de taille, une PME, qui n'est pas internationale, va pas forcément avoir besoin du 24/7. Je me fais mal en disant ça, mais les attaquants, ils vont attaquer la nuit, évidemment, ils vont attaquer le samedi, le dimanche, les jours fériés, c'est leur jour préféré. Euh, Finalement, ça va être une attaque dans l'année qui va être nécessaire d'analyser. Et dans ce cas-là, il vaut mieux des astreintes qu'une équipe en 3-8. On peut très bien aujourd'hui, avec des outils d'automatisation, faire un appel automatique, réveiller une astreinte la nuit pour une alerte critique. Mais effectivement, après, comme ça a été dit à l'instant, ça peut être une vingtaine de personnes pour gérer le 3-8, 24/7 toute l'année. Et, Euh, euh, même si j'ai un peu eu un début de réponse, le 24/7, tu le fais comment? Tu fais travailler des gens la nuit, tu fais travailler des gens sur d'autres continents, De façon, aujourd'hui, en fonction des périmètres, si tu es sur un périmètre où tu n'as pas le droit de te connecter depuis l'étranger, où tu as vraiment des restrictions de sécurité, bah, tu vas avoir des personnes qui vont faire du 8h, 14h, 14h, 22h, 22h, 8h du matin. Ok. Tu peux te connecter depuis l'étranger. Et bah, tu mets une personne à Singapour, tu mets une personne en France, tu mets une personne à Vancouver, et finalement tu fais du follow of the sun. Les personnes travaillent de jour, mais tu as une couverture complète sur une journée, sur 24 heures. Ok. Un peu plus compliqué à gérer parce que les personnes sont à distance, mais ça se fait aussi, on le voit de plus en plus, pour les grands groupes surtout. Ok. Ouais, ça reste après dans la maîtrise des coûts et ça me fait penser notamment à peut-être quelque chose qui est une tendance du moment, c'est la partie externalisation justement de ce service-là. Donc confier en gros ta prestation, enfin ouais, de faire tourner le SOC par par des entreprises extérieures. Et effectivement, aujourd'hui, on le voit, c'est pas nouveau, hein, c'est ce qu'on appelle des MSSP, hein, c'est les services managés par un prestataire. Euh, il y a aujourd'hui l'ANSSI qui a publié un référentiel avec un certain nombre d'exigences qui est P10 pour prestataire de détection d'incidents de sécurité. Voilà, c'est des personnes qui sont testées et validées par l'ANSSI qui sont capables de faire de la réponse à incident et faire du SOC. Alors, pas réellement de la réponse incident, mais qui sont capables vraiment de faire du SOC. Et du coup, là, c'est vraiment déporté, c'est un prestataire externe qui gère ça. Ça a différents avantages, hein, c'est que du coup, on va avoir un 24/7 qui est géré par le prestataire pour différents clients. Donc du coup, imaginons, je dis n'importe quoi, mais si le prestataire a 10 clients avec du 24/7, et bah, du coup, le coût de l'analyste en 24/7 va être divisé par le nombre de clients qui va le payer. Mhm. Ça permet de réduire les coûts. Niveau infrastructure, si c'est une infra voilà, compliquée avec du stockage, avec des outils, bah, si c'est porté par le prestataire, pareil, le coût va être divisé par le nombre de clients qui profitent, qui utilisent cette infrastructure à travers le prestataire. Par contre, l'inconvénient de passer par une société externe, bah, c'est parfois la perte de la maîtrise. Et finalement, on a un SOC, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que détecte le SOC, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui est fait. Il faut avoir confiance en une société externe. Mhm. Aujourd'hui, on se retrouve pour les grands groupes à avoir des modes un peu hybrides avec le niveau 1, le niveau 2 qui est externalisé et le niveau 3 qui est internalisé pour être sûr qu'il y a quand même quelqu'un dans la maison qui sait protéger les joyaux de la couronne. Et justement, est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal ça, d'avoir pas mal de démarches pour dire il y a de l'information vitale qui peut y avoir dans l'entreprise et on veut à tout prix la garder ou la protéger, et de l'autre côté, tu vas transférer des événements de sécurité qui potentiellement vont donner lieu à des alertes à l'extérieur? Bah, c'est tout le dilemme de l'infogérance.
Aujourd'hui, moi, je te retourne la question par rapport au cloud et stockage de nos données chez Microsoft, chez AWS. Euh, Pourquoi on leur ferait confiance? Pourquoi ne pas tout garder en interne? Là, pour le SOC, c'est vraiment un service de confiance avec qui on travaille. Les données, ça ne sera pas des données de R&D, ça ne sera pas des secrets commerciaux, ça sera pas, voilà, ça sera pas vraiment le cœur de l'entreprise. Mais effectivement, ça sera tous les événements. On pourra retracer l'activité d'un utilisateur. On pourra voir qu'est-ce qu'a fait un utilisateur sur Internet, quand est-ce qu'il s'est connecté, etc. Mais il y aura pas un niveau de confidentialité très élevé. En tout cas, c'est pas ça qui va mettre en péril le secret de l'entreprise. Ok. Et après, au-delà, il y a la question du coût qui peut être peut-être un peu plus, peut-être plus transparent à défaut d'être plus bas. Ça après, ça dépend sûrement des organisations, mais en tout cas, c'est peut-être plus facile de maîtriser ses coûts dès que tu externalises. Oh, ouais, disons que bah, les coûts sont cadrés par un contrat. Donc déjà, effectivement. Mais généralement, les MSSP sont peut-être aussi moins chers parce qu'on profite de la mutualisation. On profite aussi d'experts avec le problématique de recrutement. Aujourd'hui, ça coûte cher de recruter, c'est compliqué de recruter des experts. Et donc, effectivement, un MSSP, un SOC externe chez un partenaire, il a normalement déjà toutes ses ressources et est plus facile à intégrer qu'à gérer en interne. Alors, on avait une question du chat aussi. Quels sont les outils indispensables, alors entre parenthèses, pardon, arsenal de sécurité pour avoir un SOC efficient? Après, bah, ça va dépendre du périmètre. Mais disons que si on met en dehors le SI du client qu'on veut superviser, si on ne compte pas vraiment les équipements de sécurité, mais qu'on se concentre sur les outils du SOC nécessaires pour les analystes et pour que ça soit efficace, et ben en fait, on va parler du SIEM, on va parler de l'outil de ticketing, en tout cas, ou le SIRP ou le SOR. Donc, bon, la définition des deux, c'est vraiment un outil qui va collecter les alertes, qui va nous automatiser un certain nombre d'actions et qui vont nous faciliter tout ce qui est enrichissement, contextualisation et qualification. Après, on va utiliser le SIRP ou le SOR pour faire une partie de la réponse. Typiquement, une alerte de, je sais pas, je reste sur le brute force, même si c'est pas forcément le plus pertinent, mais c'est le Mhm. plus visible. Un brute force sur un serveur en SSH, connexion en admin sur un serveur, brute force. On va remonter sur l'outil de ticketing. Et l'outil de ticketing, il va nous contextualiser ça en disant, OK, c'est un admin, il est légitime, il se connecte depuis telle IP, qui est une IP française. C'est dans les heures de travail. Voilà, on va contextualiser l'alerte, l'analyse va contextualiser et qualifier l'alerte. Si c'est quelque chose de malveillant, bah, on pourrait dire en utilisant le SOR, ok, bah, bloque-moi l'admin, bloque-moi le serveur, isole-moi l'attaque. Donc ça, c'est vraiment pour ça que je parle vraiment de SOR ou de SIRP. C'est pour aider les analystes à automatiser un certain nombre de tâches et de répondre plus facilement. Donc le SIEM, l'outil de ticketing d'automatisation, c'est voilà, les deux, trois outils indispensables à avoir. Ok. Après, si on parle des outils à superviser sur le SI, Ouais, j'allais dire, en termes de sources de log aussi, quels sont selon toi les indispensables, celles qui te les permettent de... indispensables aujourd'hui, c'est vraiment comment dire, le DR. Le DR, qui était anciennement l'antivirus, aujourd'hui c'est de plus en plus le DR. On va avoir les DNS pour savoir qui a résolu quel nom de domaine. On va avoir le proxy pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a été sur Internet, à quel moment, depuis quelle IP. Les firewalls, je trouve que ça perd de plus en plus de son intérêt parce qu'on va avoir de plus en plus de NAT, on va avoir beaucoup de flux acceptés pour peu de flux en denial, en refusé. Mais du coup, je mettrais plus des sondes d'intrusion Ok. sur le réseau, que ce soit des sondes ou des WAF, Web Application Firewall. voilà, merci, en frontal des applications web. Et on va avoir après tout ce qui est indispensable, c'est les logs d'authentification sur l'Active Directory par exemple, ou les logs de tout ce qui est messagerie. Avec, les logs de messagerie vont beaucoup nous aider sur tout ce qui est attaque de type phishing. Donc voilà, c'est voilà, messagerie,
connexion à l'Azure AD ou l'AD ou du LDAP ou autre, proxy, IDS, antivirus EDR. C'est vraiment l'arsenal aujourd'hui indispensable. Et puis plus on monte en maturité, plus on va aller sur des applications. Plus tu rajoutes des marche. choses et plus tu vas sur un niveau de détail plus fort, je trouve. Juste pour préciser, le NAT, c'est le fait de traduire des adresses IP principalement et de faire correspondre des adresses IP à d'autres. Donc c'est pour ça que je dis que c'était pas forcément très. C'est ça. La très- meilleure application du net, c'est notre box internet. Si vous avez une Livebox, une Freebox chez vous, votre ordinateur, quand il sort sur internet, il ne sort pas avec son adresse interne, Local, ouais, local. il a une adresse publique. Mm. Et par exemple, le site web distant sur lequel vous vous connectez ne verra pas votre adresse dans votre réseau local, il verra l'adresse de votre box. C'est Et ça. du coup, il ne pourra pas rentrer chez vous comme ça. Il va rester en frontal et il va se dire, OK, j'ai une IP publique, mais je pourrais rien en faire. C'est ça. Et puis il pourra pas savoir du coup qui à la maison a accédé à la ressource. Il saura juste la maison a accédé à la ressource. Ouais, c'est ça. Exactement, exactement. Et après, là, on parle beaucoup de la partie détection alerte. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est clairement ce qui prend le plus de temps quand tu opères un SOC, ou est-ce que c'est la partie plutôt d'après, de remédiation, d'aller peut-être potentiellement contacter les personnes, ou je sais pas, aller faire des modifications pour éviter que l'alerte se reproduise en tout cas? Alors, c'est compliqué à juger, ça dépend vraiment du cas par cas et en fonction du nombre de faux positifs. Si tu as énormément de faux positifs, que tu as une stratégie qui est de traiter tous tes incidents, finalement, tu vas passer 80% de ton temps à traiter tes incidents et 20% à faire de l'amélioration de ta détection. Et il y a d'autres stratégies chez d'autres clients, ils vont se dire, OK, bon, là, on a trop de volume. On concentre 80% de notre temps sur l'amélioration continue et on ne traite que les critiques. Voilà. Mais idéalement, il faudrait 30% j'anticipe les alertes, j'anticipe les attaques, 30% associé à la détection des attaques et 30% pour la réponse. Je trouve que ça serait une bonne répartition, en tout cas au niveau de la charge des analystes. Juste, tu as parlé de faux positifs. Je sais pas si on a défini ce que c'était, mais c'est en gros une alerte remontée par le SOC et qui, au final, une fois investiguée, enfin, c'est juste un événement normal. Ça vient être une action légitime. Ouais. Ouais, dans un SOC, en fait, on va retrouver deux types de faux positifs. Moi, j'aime bien parler de faux positifs ou d'alertes déqualifiées. D'accord. En fait, c'est intéressant. Après, entre experts, on a toujours le débat. C'est ça qui, des fois, nous anime autour d'une bière le soir. Mais pour moi, en tout cas, le faux positif, c'est qu'il y a un problème au niveau de la détection. C'est une alerte qui n'aurait pas dû remonter. Problème de seuil, problème de normalisation dans les logs, problème dans le SIEM, c'est vraiment un problème au niveau du SOC. Ça, c'est un faux positif. Si l'alerte remonte parce qu'elle est censée remonter, parce que c'est comme ça que c'est censé être, et qu'après on se rend compte qu'effectivement c'est une alerte légitime réalisée par un administrateur qui a le droit de le faire, là on déqualifie l'incident. Ok. Déqualifie l'alerte. La différence, c'est que si c'est un problème au niveau du SOC, au niveau de la détection, il faut la corriger tout de suite. On sait qu'il y a quelque chose à faire, il y a un problème. C'est votre voiture, elle démarre pas au quart de tour, il faut corriger le problème tout de suite. Si elle démarre au quart du tour, mais vous avez grillé, je sais pas, on vous a grillé la priorité, on vous rentre dedans, c'est à la limite pas de la faute du conducteur. Donc c'est important, mais on y peut entre guillemets pas grand-chose. Et là, c'est un travail un peu plus complexe. C'est aller voir les admins, c'est revoir la politique de sécurité, c'est revoir un peu l'organisation pour éviter que ce comportement remonte dans le SOC. Mais c'est pas une erreur du SOC, c'est voilà, c'est le fonctionnement normal. Et par contre, on déqualifie l'alerte. Ok. C'est que ça mérite d'être une alerte parce que si effectué non légitimement, c'est tout à fait voilà. C'est pas un problème d'implémentation, on va dire, ou en tout cas d'élimination du bruit de fond ou ce genre de choses. C'est ça. Ça me fait penser, tu as parlé de seuil, et je me rappelle que j'avais déjà parlé à un client qui m'avait dit un jour j'ai eu trop d'alertes, j'ai remonté mon seuil et comme ça je les vois plus. T'en penses quoi? Alors, celle-là, on me l'a fait souvent. Pardon. C'est la facilité. C'est masquer le problème en fait.
Euh, généralement, ça arrive sur les brute force. On va dire, ok, un brute force, c'est 5 échecs d'authentification en 5 minutes. Hmm. Oui, ça génère trop de bruit. Bah, du coup, je mets 50 échecs d'authentification en 1 minute. En vrai, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on veut détecter? Un outil de brute force qui va automatiser, il va le faire extrêmement vite. Un humain qui rentre de vacances, qui a oublié son mot de passe, il va être plus long à le faire. Donc, c'est intéressant à avoir des seuils. Il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas aller dans la dérive où on dit bah non, il faut 500 événements pour remonter une alerte. Au risque que finalement l'attaque il se passe en 400 événements et le 401e il trouve le mot de passe par brute force. En fait, voilà, il faut trouver le juste milieu, il ne faut pas en abuser. Et il y a souvent d'autres façons de supprimer les faux positifs que de changer les seuils. Ok, ça marche. J'aime beaucoup cette remarque, en tout cas, je l'avais pas entendue. Ah si, moi j'ai déjà entendu. Enfin, Bon, c'est à chaque fois, il y a faux positif, ah bah on monte les seuils. Ben oui, mais est-ce que tu as vérifié que derrière le brute force, il y a l'utilisation du MFA? Est-ce que c'est une IP interne? Est-ce que c'est une IP admin? Est-ce que c'est un compte admin? Est-ce que c'est... Ouais, voilà. est-ce que tu as challengé tes Et puis scénarios? même, Est-ce que, c'est pareil. Est-ce que c'est pas un problème un peu plus profond de sensibilisation Exactement. de le fait que tes utilisateurs, en fait, l'alerte que tu mets et les contrôles que tu mets, ils sont un petit peu trop restrictifs par rapport aux usages. Et du coup, en fait, tu es en train de surveiller un événement qui va être relevé trop de fois. Et du coup, en fait, c'est tes règles qui sont pas bonnes par rapport à tes usages. Et c'est exactement le cas des alertes déqualifiées, hein, finalement, hein. C'est ça qui est un peu plus complexe à traiter. Le scénario, il a raison de remonter une alerte. Par contre, derrière, le comportement, il est légitime, mais par contre, est-ce qu'il est censé être réalisé? Bah non. Donc, sensibilisation, formation, procédure, C'est ça. etc., quoi. Et c'est là où je pense que tu fais la différence entre un bon soc et un mauvais soc, comme disait Florian. Parce que c'est pas juste paramétrer un outil, ça peut être aussi être un peu plus loin dans le devoir de conseil, ou Ah au oui, moins oui, dans le devoir et de se dire, c'est quoi la cause racine en fait. Bah, c'est pour moi, ça, hein, le SOC, comme je le disais, c'est anticiper, détecter et répondre. Finalement, détecter, c'est 30% du boulot, hein, mais si on anticipe bien et qu'on répond bien, si la détection suivra, en fait, ce sera, voilà, 70% du travail sera fait et Ok. 30% de détection, bah, ça sera bon, quoi. Alors, on avait une autre idée reçue, c'est qu'en fait, avec le SOC, ça permet d'espionner les employés. ah, c'est vrai. Théorie du complot ou pas? On peut en partie. Après, on ne voit pas tout. Euh, Effectivement, si on collecte les logs des proxys, si on collecte les logs des DNS, si on collecte les logs d'authentification, on sait qu'un employé s'est connecté à telle heure, qu'après il s'est connecté sur Internet, sur Facebook, LinkedIn, etc., à telle heure et qu'il y est resté un certain nombre de temps. Effectivement. Par contre, c'est pas de l'espionnage. À aucun moment on a accès au contenu des emails, qu'on a accès au contenu des chats échangés sur Messenger ou autre. On n'a pas le contenu des données qui transitent sur le réseau. On a juste les activités. Alors, oui, Sauf si vous avez... si le réseau utilise des flux non chiffrés, mais alors ça après, c'est pas une Ouais, histoire de non, parce SOC. qu'on Ah, t'as pas d'analyse de trame, non? non, en fait, on le Ok. fait très peu. Ça se fait de moins en moins en plus. Effectivement, on pourrait avoir une sonde qui transfère tout le flux réseau au SOC, mais ça Ah, n'a pas ça de ferait tout sens. de Et suite, au niveau des événements, tu fais péter ton truc là. c'est ça, c'est extrêmement volumineux et finalement, on a juste besoin de l'utilisateur, son IP et le site sur lequel il se connecte à quelle heure. Mhm. Et ça, vous allez me dire, pour certaines personnes, c'est déjà trop. Après, vous utilisez un téléphone, que ce soit Apple, Android, ils en savent 10 fois plus que quand c'est un SOC, quoi. Parce que c'est ce que Alors, voit le SOC. j'allais faire point juriste du jour. Quand vous faites un SOC en entreprise, mettez bien à jour votre charte informatique pour dire à vos salariés qui sont monitorés, justement. Ouais. Ouais, charte informatique, il y a des... Ouais, ou la PSSI, ou en tout cas un document qui atteste qu'ils le sont, vous êtes obligé de leur signaler. Ouais. Sinon, effectivement, là, on rentrerait dans les cas d'espionnage. À partir du moment où c'est signalé, ça n'est plus, enfin, c'est totalement légal en entreprise.
Ouais, ou alors sinon tu lances un nouveau service de SOC en fait, c'est pour les patrons qui n'ont pas confiance envers leurs employés, on peut vous faire des super rapports d'activité. Bah attends, oui, enfin, il m'était arrivé une histoire un peu cocasse comme ça sur le SOC, mais comme dit Christophe, en fait, tu vois les sites consultés. Et un jour, mon SOC m'appelle pour me prévenir d'une activité d'un utilisateur sur le poste, parc un peu bizarre. Donc obligé de se déplacer pour aller voir les logs du post-travail. Je sais plus pourquoi, j'ai plus le contexte, je peux pas tout vous redonner, mais en gros, la personne qu'on interroge à la fin s'aperçoit qu'on a consulté son historique de navigation Internet justement pour savoir un peu où elle avait été, si elle avait, c'est elle qui avait fait les actions, si elle avait vraiment cliqué, pourquoi il y avait ce flux-là qui partait, enfin bref. Et en fait, à un moment, elle réalise qu'on voit ça et elle nous regarde avec mon collègue et nous dit, mais est-ce que vous venez de voir tous les achats que je viens de faire en ligne? Et on éclate de rire et on lui dit, mais non, c'est pas ce qu'on regardait et c'est pas du tout ce qu'on cherchait. Mais il y a eu cette prise de conscience qui nous a fait beaucoup rire à l'époque. Au final, on n'a pas le temps de se dire qu'est-ce que fait Madame Michu entre midi et deux. Non, c'est pas l'intérêt du SOC. Et on a tellement de données que finalement, on regarde ce qui nous intéresse parce que sinon, on perdrait trop de temps, quoi. Alors, je trouve qu'il y a une bonne question dans le chat, et j'allais dire pour conclure, mais on va voir. Est-ce que vous mettez les logs de sécurité des accès physiques sur le SOC? Et enfin, est-ce qu'il est possible de le faire, je suppose aussi. Et voilà. Et Oui, je répondrai à Salem Pulsifère après, pardon. c'est effectivement possible. C'est intéressant à superviser. Après, faut voir les équipements de sécurité. Je sais que je l'ai vu dans un SOC, on le faisait. Euh, Après, c'est pas très intéressant. On n'en tirait pas grand-chose. Mais ça se Ok. fait et ça se fait, ça peut être intéressant parce que du coup, s'il y a une intrusion, quelque chose, on a l'historique. C'est aussi ça l'intérêt du SOC, hein, c'est être capable de rechercher les événements 6 mois plus tard, un an plus tard. Pour Ah, de la détection instantanée, c'est pas super, super efficace. Pour répondre à... Ouais, et après j'aurais une question, Jules, Ouais, avant que tu vas-y, je conclues. réponds juste à Salem Vas-y, Pulsifère vite vas-y. fait. Est-ce qu'il faut que ce soit signalé de manière claire ou caché dans un document illisible? C'est bon, je suppose que c'est pour tout ce qui est monitoring de l'activité du salarié. On va le dire comme ça, Sûrement. que ce soit pour des activités de détection ou assimilées. Oui, il faut que ce soit signalé de manière claire, compréhensible, lisible, voire intelligible. C'est pour ça que j'ai dit dans la charte informatique, souvent, il faut que le salarié en ait eu connaissance et il faut qu'elle lui soit opposable juridiquement. Donc, tu ne peux pas le faire de manière cachée. Autant que les caméras de Après, vidéosurveillance dans les locaux, tu es obligé de l'afficher. Normalement, ouais, tu es obligé de l'expliciter aux salariés. Voilà. Après, tu c'est sais ça. quand même, Jules, que la charte informatique, souvent, c'est déjà considéré comme un document illisible pour la plupart Voilà, c'est ce des que j'allais dire. employés, hein. Alors, ouais, mais c'est là où j'allais compléter, et je suis désolé, je vais refaire le juriste. À partir du moment où elle a été publiée Mhm. et annexée au règlement Tout à intérieur fait, et dans les locaux, que vous l'ayez lu ou pas, elle vous est opposable de toute c'est ça. façon. Et c'est justement pour ça que les entreprises procèdent comme ça et que vous les donnent rarement à lire entièrement à Ouais. l'entrée, voire devant le demandant de la signer. Donc, de toute façon, à partir du moment où vous avez un règlement intérieur qu'elle est derrière et qu'elle est affichée dans les locaux, vous êtes engagé à la respecter. C'est ce que je voulais dire en bémol, enfin, ça, on peut faire un mix des deux, quoi. T'es Voilà. prévenu, mais si t'as pas lu le document XY que tu devais lire et que t'as signé ou que t'as dit OK, je Et, l'accepte, C'est ça. bah, et là, on a un grand adverbe en droit qui dit nul n'est censé ignorer la loi. tout à fait. Donc je te laisse filer, je te laisse Euh, conclure avec la question. c'est ça. Non, j'avais du coup une question sur la conservation des données. Est-ce que le RGPD, etc., ça n'a pas été un petit obstacle, une petite révolution dans le fonctionnement des SOC, ou est-ce que ça a été assez simple? Parce que tu sais, tu nous dis, bah, dans 6 mois, dans un an, etc., on sait que maintenant, c'est assez surveillé, ce genre de choses-là. Euh, Du coup, c'est marrant parce que je suis plutôt expert SOC, mais pas du tout RGPD. ouais. Mais est-ce que tu as déjà rencontré le problème ou est-ce que ça s'est pas encore posé? C'était ma Et ben, en question. fait, c'est juste que, comme on le disait tout à l'heure, hein, une fois que c'est annoncé, je sais qu'il y a des déclarations à la CNIL à faire, faut documenter comment on traite la donnée. Aujourd'hui, globalement, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais entendu Ok. de problème par rapport à RGPD. On stocke toujours autant les données, on les collecte dans les archives. Ça n'a pas changé les durées de rétention des données. Ok. Aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire il faut au moins 6 mois de données. Un an, c'est bien. Je sais qu'il y a il y a des exigences légales sur les données des entreprises, sur la collecte des logs de proxy, par exemple, pour dire, OK, je veux vérifier que tel utilisateur n'a pas été sur des sites dangereux, terroristes et autres. Mais en tout cas, moi, Ok. ça n'a pas ou très peu d'impact sur mon métier, quoi. Ok. D'accord. Ça nous mène quand même sur le fait qu'il faut pas conserver les données ad vitam aeternam et
faut avoir une politique. Bon, au-delà du stockage et de l'espace qui n'est pas infini, je pense, pour stocker des événements qui doivent être quand même assez encombrants, faut quand même penser à toute une politique de gestion des données derrière en un sein dans Ouais, la SOC. il y a vraiment une politique de journalisation à mettre en place. Savoir qu'est-ce qu'on collecte, combien de temps on les collecte, Ok. combien de Ça, temps c'est un on les impératif, ouais. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'indispensable à mettre en place. Ouais. Ouais, et puis je pense que ça peut être idiot de se dire j'ai oublié de conserver tel log tel moment, et puis en fait, c'est la clé qui me manque pour faire le lien entre deux événements. Et généralement, on s'en rend compte quand il y a un incident, mince, j'ai besoin de telle info, bah, je l'ai plus ou je l'ai pas. Voilà, Ouais, ok, ça marche. Bon, c'est les Ok. gars, vous commencez à parler de politique, on est en train de perdre du monde. Je pense que c'est un bon Non, indicateur. on a parlé de RGPD, on n'a pas parlé de Oui. politique. Vraiment. Bon, On tourne. Et on va dire merci à Christophe parce qu'il est déjà à c'est ça. 19h15. Eh ben ouais, Ça merci Christophe. Petite heure de live, très bien, très cool, très détente. Moi, j'ai bien aimé. Précision, ouais. Très bien. Parfait. On espère que vous aussi dans le chat vous avez été nombreux et en plus à participer, à poser des questions. C'est parfait. On vous veut comme ça pour toutes les prochaines émissions. Et Et la prochaine émission est d'ailleurs dans 2 semaines. c'est ça. Voilà, tout à fait. On se retrouve. Je vais faire. Non, j'allais dire le 4 octobre, mais ça peut. Si, c'est le 4 octobre. Le On se 4, retrouve c'est le le 4 4. octobre. Ouais, Tout à c'est fait, bien ça. le 4 octobre. Parfait. Ben, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Ciao, Salut. ciao. Merci Christophe. Bonne soirée. À À plus. vous. Au revoir.